I think my mother did exactly the right thing. I think it's absolutely extraordinary. Je maintiens que certains moments de la monarchie ne révèlent leur véritable signification qu'avec le recul, et celui-ci en était un. Au premier abord, cela semblait banal, une broche, un bijou de famille, un choix fait à huis clos. Mais plus j'y réfléchissais, plus il me paraissait évident qu'il ne s'agissait pas d'un détail, mais d'un signal. Un signal discret, presque clinique, qui en disait plus sur le pouvoir et la direction prise que 1000 communiqués de presse réunis. J'ai été immédiatement captivé par la question que personne n'osait poser à voix haute: pourquoi cette broche? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi cette personne? Dans l'univers symbolique de la royauté, rien n'est dû au hasard. Tout est calculé, tout est délibéré. Pendant des années, j'ai vu des gestes, en apparence anodins, au sein de la famille royale britannique, se révéler par la suite des tournants décisifs. Pensez à qui se place où sur un balcon qui reste silencieux quand les autres prennent la parole, qui porte tel ou tel bijou un jour précis. C'était précisément un de ces moments. En 15 secondes, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple hommage, mais d'une prise de position. Et dans ce contexte, les prises de position sont rarement innocentes. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le moment choisi. Le pays était encore en deuil et en pleine période de réorientation après la mort d'Élisabeth II. Tous les regards étaient tournés vers la stabilité, le calme et la continuité. Officiellement, la controverse était proscrite. Pourtant, précisément dans cette phase de vulnérabilité, un choix a été fait qui, en interne, ne pouvait en aucun cas être perçu comme une décision prise sous le coup de l'émotion. Je me suis demandé, était-ce un risque pris ou une manœuvre calculée dictée par les circonstances? La broche du jubilé n'est pas un simple ornement. Elle est chargée des souvenirs des moments forts d'un règne exceptionnellement long. Son histoire en fait presque une capsule temporelle, un témoignage tangible du devoir et de la persévérance. Quiconque porte un tel objet porte automatiquement une histoire, et cette histoire se lit même lorsqu'elle n'est pas racontée à voix haute. Je me suis surprise à m'intéresser de moins en moins à ceux qui ne l'avaient pas reçu et de plus en plus à ce que ce choix révélait. Pourtant, je ne peux nier que le rejet de Camilla ait naturellement soulevé des questions. Non pas parce qu'elle était inapte, mais parce que formellement parlant, elle porte désormais le titre traditionnellement soutenu par des symboles visibles. Qu'elle parmi toutes les personnes ait été écartée semblait contredire une logique superficielle, mais confirmait une règle plus profonde. J'ai commencé à comprendre que l'enjeu n'était pas le présent, mais l'avenir. Non pas la reconnaissance, mais la direction à prendre. En suivant l'actualité, j'ai été frappé par le ton prudent. Aucune accusation, aucun drame, aucune explication explicite. Ce silence était révélateur. D'après mon expérience, le silence au sein d'un tribunal est rarement vain. Il est généralement empreint de consensus ou d'accords confidentiels. Cela n'a fait qu'attiser ma curiosité. Qui avait le dernier mot? Et pourquoi cette décision a-t-elle été appliquée si discrètement? Je me suis surprise à revenir sans cesse à la même pensée: certains objets n'appartiennent pas à une fonction, mais à un parcours. La broche semblait destinée non pas à marquer un rôle déjà accompli, mais à en renforcer un autre à venir. Cette idée a tout éclairé. Soudain j'ai compris. Il ne s'agissait pas d'honneur, mais de préparation. Non pas de statut, mais de responsabilité. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la simplicité de l'instant. Ni cérémonie, ni caméra, ni applaudissements. C'est précisément cette simplicité qui lui conférait toute sa profondeur. L'atmosphère était presque désuète, comme si j'assistais à la résurgence d'une monarchie qui se souvenait que sa force résidait non dans le spectacle mais dans la continuité. Et cela soulève une question aussi troublante que fascinante: combien de décisions de ce genre sont prises à notre insu? J'ai commencé à me demander si ce n'était pas un test. Non pas pour le public, mais pour les personnes impliquées elles-mêmes. Une façon de voir qui comprend vraiment le message et qui se contente d'observer les titres et les protocoles, car qui comprend les symboles comprend le pouvoir. Et qui comprend le pouvoir, c'est quand le silence est plus éloquent que les mots. En rassemblant tous ces éléments, une chose m'est apparue clairement: cette histoire ne faisait que commencer. La broche n'était que le point de départ. La suite s'appuierait inévitablement sur ce choix. La question n'est pas de savoir si cela aura des conséquences, mais quand elles se manifesteront. Et plus important encore, peut-être sommes-nous en tant que public capables de déceler ces signaux, ou continuerons-nous à nous focaliser sur la façade, tandis que les véritables décisions se prennent ailleurs. Mes pensées revenaient sans cesse au lieu où tout avait commencé. Non pas un salon, ni un balcon, ni des caméras, mais une chambre forte. Pour moi, c'est significatif. Le pouvoir royal s'affirme rarement au grand jour. Il se forge dans des espaces où règne le silence, et où l'histoire est littéralement enfermée dans des tiroirs. En me penchant sur l'histoire de la broche du jubilé, j'ai commencé à comprendre pourquoi cet objet particulier revêtait une telle importance. Ce n'est pas un simple bijou que l'on transmet, c'est un concentré de temps. Ce qui m'a frappé, c'est la constance avec laquelle Élisabeth II portait cette broche. Elle ne la portait ni par hasard ni par habitude.
Chaque apparition était liée à des moments où elle souhaitait souligner son rôle de pilier de la monarchie. On ne perçoit cette régularité qu'en prenant du recul et en retraçant son histoire au fil des années. C'est ce que j'ai fait et le résultat est révélateur. La broche servait en quelque sorte d'encre chaque fois qu'une incertitude ou une transition se profilait, elle surgissait subtilement, mais indéniablement. En ce sens, il est logique que la décision concernant l'avenir de ce joyau n'ait pas été prise à la légère. J'imagine que dans cet espace restreint, on a considéré non seulement sa valeur ou sa beauté, mais aussi sa signification. Qui peut le porter sans le réduire à un simple ornement qui comprend qu'il ne s'agit pas d'une récompense, mais d'un fardeau. Pour moi, c'est là le nœud du problème. La monarchie ne fonctionne pas avec les objets comme nous, elle fonctionne avec des symboles, et les symboles ont besoin de ceux qui les portent sans en abuser. En analysant cela, j'ai aussi commencé à envisager différemment la notion de propriété. Dans le contexte royal, la propriété était quasiment inexistante. Tout est temporaire, tout est emprunté à l'histoire. Cette prise de conscience complexifie les décisions mais les rend aussi plus claires. Il ne s'agit pas de savoir qui pense avoir un droit sur quelque chose, mais qui peut perpétuer l'histoire sans la rompre. Cette idée explique pourquoi les émotions sont ici subordonnées à la structure. J'ai trouvé intéressant de constater le peu de place laissée à l'interprétation au sein de la logique institutionnelle. De l'extérieur, on peut débattre, spéculer et s'indigner. En interne, le raisonnement semble presque mathématique, cet objet suit cette ligne point final. Cela paraît froid, mais c'est précisément cette froideur qui garantit la continuité. J'ai commencé à me demander si en tant qu'observateur extérieur, nous ne nous focalisons pas parfois trop sur le drame alors que le véritable moteur est la discipline. Le coffre-fort est devenu pour moi une métaphore, non seulement du rangement, mais aussi du choix. Ce qui demeure, ce qui change, ce qui se transmet et ce qui disparaît. La broche du jubilé s'est révélée être l'une de ces rares pièces qui ne s'achèvent pas avec une génération, mais qui au contraire tissent des liens. C'est ce qui la rend puissante, mais aussi dangereuse. Un mauvais moment, une mauvaise personne pour la porter, et sa symbolique peut basculer de la stabilité à la controverse. J'ai également compris que ce choix est lié à des décisions antérieures. La famille royale a souvent démontré par le passé qu'elle envisage l'avenir sur des décennies et non sur des mois. Cette perspective est souvent absente des débats publics. Nous réagissons à l'actualité, ils réagissent à l'histoire. Cette différence dans leur conception du temps explique pourquoi certaines décisions semblent si incompréhensibles. Ce qui m'a particulièrement intrigué, c'est le rôle de l'expérience. Quiconque connaît les lieux connaît aussi l'histoire des objets qui s'y trouvent. C'est un savoir qu'on n'acquiert pas en lisant des dossiers, mais en étant au contact direct des lieux. J'en conclus que cette décision a été prise par des personnes qui, au-delà des titres, portent en elles des souvenirs. Et les souvenirs sont un guide précieux. J'ai commencé à me demander ce qui se passerait si l'on ignorait ce genre de symbolisme. La monarchie perdrait-elle peu à peu sa cohérence ? Peut-être, car sans signification partagée, il ne reste que des formes. La broche est donc plus qu'un objet, c'est une épreuve de compréhension. Celui qui la reçoit doit prouver qu'il peut en supporter le poids. Au terme de cette analyse, une pensée troublante m'est venue à l'esprit. Le véritable message n'était peut-être pas l'identité du destinataire de la broche, mais le simple fait qu'elle ait été déplacée. Ce déplacement est en lui-même un signal. Il signifie l'histoire continue. Et si tel est le cas, nous devons nous interroger sur les autres symboles qui seront bientôt mis en branle, à l'abri des regards dans ces mêmes espaces silencieux où se prennent des décisions dont les répercussions ne se feront sentir que plus tard. J'ai constaté que le débat public s'est rapidement focalisé sur une question en apparence simple, pourquoi pas Camilla ? Cette question était souvent posée avec émotion, parfois avec indignation, parfois avec une pointe de pitié, voire d'accusation. Mais plus j'y réfléchissais, plus j'étais convaincu que ce choix n'avait rien à voir avec une quelconque appréciation ou un quelconque rejet personnel. Bien au contraire, en excluant Camilla de cette mutation, la logique interne de l'institution est restée intacte. Et cette logique est plus dure mais aussi plus honnête que ce que l'on est souvent prêt à admettre. Camilla est reine consort, une fonction qui a fait l'objet de débats de résistance et d'une acceptation progressive pendant des années. Elle a assumé son rôle avec discipline et retenue, et j'ai toujours pensé qu'elle l'abordait avec réalisme. C'est précisément pourquoi je ne crois pas que cette décision ait été perçue comme un échec personnel. Sur le plan institutionnel, sa position est clairement définie. Elle représente le présent, non l'avenir. Et cette distinction est essentielle. Ce que beaucoup oublient, c'est que la famille royale britannique possède deux lignes parallèles, la ligne fonctionnelle et la ligne symbolique. La ligne fonctionnelle est liée aux titres, aux protocoles et aux rôles actuels. La ligne symbolique, quant à elle, est liée à la succession, aux attentes et à la continuité. Il arrive que les deux se recoupent, mais souvent elles divergent. La broche du jubilé appartient clairement à cette dernière catégorie. Elle ne constitue pas une confirmation de statut, mais un investissement dans l'avenir.
J'ai commencé à me demander à quelle fréquence Camilla elle-même avait dû composer avec cette distinction dans sa vie. Tout son parcours au sein de la monarchie a été marqué par l'apprentissage de la vie avec des limites d'acceptation, de visibilité, de représentation. Dans ce contexte, il semble presque logique qu'elle s'ait perçu cette limite lorsqu'elle a été tracée. Non pas comme un rejet de sa personne, mais comme une confirmation des rôles déjà en place. Ce choix témoigne aussi d'un profond respect. En ne confiant pas cette broche à Camilla, on l'a empêchée de porter involontairement un symbole qui ne lui appartenait pas. Cela aurait nui à sa position au lieu de la renforcer. Je n'y vois donc pas un refus, mais une protection, la protection de son rôle, mais aussi la protection de la signification même de l'objet. Ce qui m'est apparu de plus en plus clairement, c'est que la monarchie est allergique à toute confusion symbolique. Un seul faux pas peut anéantir des années d'images soigneusement élaborées. Cette décision a permis d'éviter toute confusion. Camilla reste liée à sa propre histoire, à ses propres bijoux, à sa propre représentation. Catherine, en revanche, a été discrètement inscrite dans une perspective historique plus large. Cette différence est subtile, mais fondamentale. Je me suis demandé si, en tant qu'observateurs extérieurs, nous ne projetons pas parfois trop nos propres attentes, nous voyons des titres et attendons certains privilèges qui les accompagnent. Mais en réalité, les choses fonctionnent différemment. Les privilèges sont subordonnés au sens. Et le sens n'est pas à distribuer pour plaire, mais pour guider. Cette prise de conscience rend la situation moins controversée et plus cohérente. Il y a aussi quelque chose d'inévitable dans ce choix. Si Camilla avait porté cette broche, cela aurait suggéré une fin, comme si l'histoire d'Élisabeth II s'achevait. En la transmettant à une personne qui a encore de nombreuses années devant elle, cette histoire perdure. Elle n'est pas terminée, mais se poursuit. Ce n'est pas un choix émotionnel, mais stratégique. Cette prise de conscience a transformé ma perception de Camilla. Au lieu de la voir comme une personne privée de quelque chose, je l'ai perçue comme une personne délibérément exclue d'une lutte symbolique. Cela exige de la maturité tant de sa part que de celle de l'institution. Et c'est peut-être pourquoi aucune tension n'était perceptible. Chacun comprenait son rôle dans l'ensemble. Il reste néanmoins à comprendre pourquoi le public a eu tant de mal à accepter cette décision. Peut-être parce que nous avons tendance à tout personnaliser. Nous donnons un visage aux décisions, aux gagnants et aux perdants. Or, dans ce cas précis, il n'y a pas de gagnant, seulement une direction. Et une direction ne se traduit pas toujours par des émotions. Je ne peux m'empêcher de me demander combien d'autres symboles ont été attribués ou mémorisés de la même manière sans que nous nous en apercevions. Combien de lignes ont été tracées, combien de rôles établis pendant que nous nous perdons en conjectures sur des interprétations superficielles. Cette broche a rendu ce processus visible ne serait-ce qu'un instant. En fin de compte, j'en suis arrivé à une conclusion simple, Camilla n'a pas été négligée, elle a été placée à sa juste place. Et cette distinction est cruciale. Elle démontre que la monarchie fonctionne encore selon des lois internes qui sont antérieures à toute opinion publique. La véritable question n'est pas de savoir si nous sommes d'accord avec ces lois, mais si nous sommes prêts à reconnaître leur existence. Et si tel était le cas, quelle prochaine limite apparaîtra et qui sera le prochain à la franchir? Je ne pouvais ignorer que Catherine devenait de plus en plus le centre silencieux de toute cette histoire, même si son nom était à peine mentionné. Plus j'observais la remise de la broche du jubilé, plus il me paraissait évident qu'il ne s'agissait pas d'un geste isolé, mais d'un élément d'une stratégie savamment orchestrée. Ce n'était ni une reconnaissance spontanée, ni un hommage émotionnel, mais un positionnement stratégique. Et ce positionnement n'avait pas commencé au moment de la présentation de la broche, mais des années auparavant. Dès ses débuts dans la vie publique, au sein de la monarchie, Catherine a été abordée avec une remarquable discrétion. J'ai toujours constaté qu'elle était rarement mise en avant, qu'elle laissait de l'espace aux autres et qu'elle a évolué avec une grande méthode dans son rôle. Ce n'est pas un hasard. Dans une institution qui résonne en termes de génération, la discrétion est une vertu. La remise de la broche m'a confirmé que cette discrétion n'est pas passée inaperçue. Au contraire, elle a été récompensée par la confiance. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ce choix n'a pas magnifié Catherine, mais l'a alourdie. La broche n'est pas une couronne ni un symbole ostentatoire de pouvoir qui suscite des applaudissements. C'est un objet porteur d'attente. En lui confiant ce symbole, on ne l'a pas seulement reconnu, mais aussi engagé dans une longue lignée de devoirs. Je me suis demandé si le public percevait pleinement cette nuance, car la reconnaissance procure une douce sensation, la responsabilité un poids. À mon avis, cela correspond parfaitement à la manière dont Catherine a été utilisée jusqu'à présent. Elle n'est pas là pour jouer sur les émotions, mais pour projeter une image de stabilité. Chaque action, chaque silence, chaque choix semble tourner vers le long terme. La broche du jubilé renforce cette image. Elle relie Catherine non pas au présent, mais à un passé dont l'écho résonne encore dans le futur. C'est une position qui ne s'acquiert pas par la popularité, mais par la fiabilité. J'ai également remarqué comment ce transfert l'éloigne de la comparaison directe avec Camilla. Au lieu de les opposer, ce geste les situe dans des temporalités différentes. Camilla incarne l'achèvement et le soutien.
Catherine, la continuité. Cette distinction prévient la rivalité et apporte de la clarté. C'est un système élégant, peut-être un peu dur, mais efficace. Ce qui m'a fasciné, c'est la simplicité avec laquelle tout cela s'est révélé. Ni explication, ni clarification, ni justification. La broche à elle seule parlait d'elle-même. Cela en dit long sur le pouvoir du symbolisme au sein de cette institution. Ceux qui comprennent le langage des symboles n'ont besoin d'aucune explication. Ceux qui ne le comprennent pas continuent de chercher du drame là où il n'y a que de la structure. J'ai commencé à me demander comment Catherine elle-même vivait cela. Non pas comme une simple image, mais comme la prise de conscience que sa trajectoire devient de plus en plus irréversible. L'espace pour avancer librement se réduit comme peau de chagrin à mesure que ces symboles s'accumulent. Chaque signe le confirme, tu n'es pas qu'une partie, tu es la ligne. Ce n'est pas une observation anodine. Cela signifie que les erreurs pèsent plus lourd et que le silence prend tout son sens. Ce choix démontre également que la famille royale ne se contente pas d'attendre que l'avenir se déroule, mais s'y prépare activement. En confiant dès maintenant à Catherine de tels symboles, on la façonne progressivement mais sûrement en une figure de continuité. Ni brutalement, ni de façon spectaculaire, mais graduellement. Ce rythme est essentiel. Il prévient les chocs et instaure un climat de familiarité tant interne qu'externe. J'ai été frappé par le peu de résistance que cela a suscité au sein même de la famille. Cela laisse supposer que cette répartition des rôles était acceptée depuis un certain temps. La broche n'a fait que révéler ce qui était déjà connu en interne. Cette prise de conscience a complètement changé ma perspective sur la situation. Ce n'était pas une décision, mais une confirmation. Non pas un point de départ, mais une étape sur un chemin déjà tracé. Cela soulève néanmoins des questions. Si Catherine arbore déjà de tels symboles, qu'est-ce que cela présage pour les années à venir? Quels autres signes suivront? Et jusqu'où ira cette préparation? Il apparaît clairement que la monarchie n'improvise pas, mais planifie. Et les plans impliquent des choix parfois douloureux, parfois invisibles. Au terme de cette réflexion, un sentiment d'inéluctabilité m'envahit. Catherine n'a pas été choisie sur le champ. Elle a été reconnue. La broche du jubilé en fut la preuve, non un prétexte. Et c'est peut-être là le nœud du problème, l'avenir ne se dévoile pas, il se prépare. La seule question est de savoir si nous sommes prêts à voir ce qui est déjà en marche. Ce qui m'a peut-être le plus intrigué, ce n'était pas tant les moments visibles que les réactions non divulguées. Le silence qui régnait derrière les murs du palais était plus éloquent que n'importe quelle explication. Dans un milieu où chaque mot peut fuiter et chaque geste est analysé, le silence est rarement fortuit. J'ai commencé à remarquer ce qui manquait: aucune rectification, aucun contre-récit anonyme, aucune fuite discrète vers les médias complaisants. C'était frappant. Cela suggérait non pas un conflit, mais un accord. Et dans une famille comme celle-ci, l'accord n'est jamais acquis. Au sein de la famille royale, les réactions sont rarement émotionnelles, elles sont pragmatiques. J'imagine comment cette décision a été perçue en interne, non pas avec surprise, mais avec acceptation. Quiconque connaît le fonctionnement de l'institution sait que de tels choix ne sont pas improvisés. Ils sont préparés, discutés, pesés et finalement mis en œuvre au moment opportun. Cela explique pourquoi personne n'a semblé s'en offusquer. Apparemment, chacun savait déjà où se situaient les limites. Je réfléchissais au rôle de la princesse Anne dans tout cela. Pendant des décennies, elle a été une sorte de guide moral au sein de la famille. Discrète et non autoritaire, elle a toujours fait preuve de constance. Lorsqu'elle prend une décision, c'est rarement sur un coup de tête. Le fait qu'elle n'ait pas été contestée en dit long sur la confiance qu'elle inspire. C'est comme si son jugement était perçu comme le prolongement d'un ordre ancien, un ordre qui transcende les préférences personnelles. Ce qui était également frappant, c'était le calme de Camilla. Aucun signe de déception, aucun changement subtil dans son comportement public. Cela confirmait mon intuition, non seulement elle acceptait ce dénouement, mais elle s'y attendait probablement. Dans les jeux de pouvoir, l'anticipation compte souvent plus que la surprise. Ceux qui savent ce qui va se passer peuvent s'y adapter sans perdre la face. C'est ce qui semble s'être produit ici. J'ai commencé à me demander comment ces moments sont abordés en coulisses. Non pas sous l'angle de l'émotion, mais sous celui de la stabilité. La question centrale n'est alors plus « qui veut quoi ?», mais « qu'est-ce qui sert l'intérêt général ?» Cette perspective occulte bien des souffrances personnelles mais prévient des dommages institutionnels plus importants. C'est une façon de penser radicale mais aussi efficace. Les réactions du personnel étaient sans doute tout aussi révélatrices. Ceux qui font partie du tribunal depuis des années voire des décennies développent un sens aigu de la hiérarchie et de l'importance des choses. Ils savent faire la différence entre une simple formalité et un événement marquant. J'imagine qu'ils ont perçu cette passation de pouvoir comme la mise en place d'une pièce manquante du puzzle. Pas passionnant certes, mais nécessaire. Ce qui m'inquiétait également, c'était l'absence de fuite. Par le passé, les tensions s'exprimaient souvent par le biais de la presse, parfois subtilement, parfois de manière franchement destructrice. Le fait que cela ne se produise plus témoigne de discipline, ou d'un consensus, probablement les deux.
Cela suggère qu'il y avait un accord sur l'objectif global, même si les sentiments personnels ne concordent pas toujours. J'ai constaté que ce silence renforçait ma confiance dans la cohésion interne de la monarchie. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle semble encore capable d'agir collectivement lorsque cela s'avère nécessaire. À l'heure où de nombreuses institutions se fragmentent sous la pression de l'opinion publique, c'est remarquable. Cela soulève la question de savoir si cette forme de prise de décision à huis clos constitue réellement un atout à l'ère de la médiatisation permanente. Pourtant, le silence comporte aussi des risques. Ce qui demeure inexpliqué peut être comblé. Et cela se produit inévitablement par le biais des commentateurs, des critiques et du public. Mais peut-être la monarchie mise-t-elle sur le pouvoir des symboles supérieur à celui des mots, que ceux qui ont besoin de comprendre comprennent déjà, et que ceux qui ne comprennent pas ne constituent peut-être pas le public cible principal. J'ai commencé à me demander combien de temps cet équilibre pouvait se maintenir. Combien de choses peuvent rester tues avant que l'explication ne devienne inévitable, ou bien est-ce précisément là le modèle agir sans explication en laissant le temps faire son œuvre? Le transfert de la broche semble en effet un exemple typique. Au terme de cette réflexion, un paradoxe m'a interpellé. Le silence qui a suivi cette décision m'a paru à la fois rassurant et inquiétant. Rassurant car il suggérait une certaine stabilité, inquiétant car il révélait combien de décisions sont prises sans consultation publique. C'est peut-être là l'essence même du pouvoir monarchique suffisamment visible pour légitimer, suffisamment invisible pour guider. La question qui restait pour moi était la suivante: si des signaux aussi importants peuvent être envoyés si silencieusement, quels autres changements ont déjà été amorcés sans que nous nous en apercevions et quand deviendront-ils comme cette broche soudainement visible de tous ? En rassemblant les éléments, il m'est apparu de plus en plus clairement que cette histoire n'avait jamais vraiment concerné une simple broche. La broche du jubilé n'était que la pièce maîtresse tangible d'un mouvement bien plus vaste, un mouvement qui révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont la monarchie se perçoit et sur ses aspirations. Ce qui a émergé ici n'est pas une rupture, mais un glissement. Non pas une révolution, mais un réajustement du sens du pouvoir et de la loyauté. Et c'est précisément parce que ce changement s'est opéré si discrètement que je le trouve d'autant plus fascinant. À mon sens, cette passation de pouvoir marque un moment où l'avenir a été explicitement placé au-dessus du présent. Non pas en parole, mais en acte. La monarchie a ainsi confirmé qu'elle se définit non par ceux qui gouvernent aujourd'hui, mais par ceux qui devront assumer l'avenir. C'est une vérité dérangeante à une époque où tout repose sur la reconnaissance immédiate. Pourtant, c'est précisément cette longévité qui distingue cette institution de presque toutes les autres structures de pouvoir du monde moderne. J'y vois aussi la confirmation d'une hiérarchie rarement explicitée. Les titres sont importants certes, mais les parcours le sont davantage. Les postes sont éphémères, mais les symboles suivent une voie prédéterminée. La broche du jubilé a démontré que cette voie ne se laisse pas guider par les sentiments, mais qu'elle est ancrée dans une boussole intérieure transmise de génération en génération. Cette prise de conscience explique pourquoi certaines décisions semblent si sacrées, elles ne relèvent pas uniquement du présent. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir ? Pour moi, tout indique que Catherine se positionne de plus en plus explicitement comme le centre de gravité morale et symbolique de la prochaine phase de la monarchie. Non pas comme une successeur soudaine, mais comme une gardienne de la continuité qui se construit progressivement. La broche n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. Elle annonce que la préparation cède la place à la confirmation. Et la confirmation est toujours un signe avant-coureur de visibilité. Parallèlement, ce moment démontre que le rôle de Camilla se consolide au lieu de s'éroder. En ne la chargeant pas de symboles extérieurs à sa chronologie, sa position demeure claire et stable. Cela prévient les tensions futures et la protège des attentes qu'elle ne peut ou n'a pas besoin de satisfaire. À cet égard, ce choix était non seulement visionnaire mais aussi judicieux. Ce qui me frappe peut-être le plus, c'est le peu d'explications nécessaires. La monarchie semble s'en remettre autant pour que le sens se développe naturellement. Au lieu de débattre, elle laisse parler les images. Au lieu de faire des déclarations, elle laisse circuler les symboles. C'est une stratégie risquée mais aussi très efficace. Elle suppose un public disposé à regarder, à se souvenir et à établir des liens. Je me demande si en tant que public nous remplissons encore pleinement ce rôle. Sommes-nous encore capables de déchiffrer ce langage sinueux ou nous sommes-nous trop habitués aux messages directs ? La broche du jubilé exige patience, conscience historique et capacité à lire entre les lignes. C'est peut-être là le véritable défi qui nous est proposé, non seulement à l'intérieur des murs du palais, mais aussi au-delà. Pour l'avenir, je ne pense pas que ce soit le dernier signe discret. Bien au contraire. Je crois que les années à venir nous réservent d'autres moments de ce genre où des choix, apparemment anodins, révèlent des bouleversements majeurs. La monarchie continuera de s'adapter mais à son propre rythme selon ses propres règles. Et ceux qui comprennent ces règles seront moins surpris que ceux qui s'arrêtent aux apparences.
Ceci m'amène à une conclusion plus générale. Le pouvoir au sein de la monarchie ne s'exerce pas par des démonstrations ostentatoires, mais par des strates de transmission. Il ne se revendique pas, il se transmet. Il ne s'affirme pas par des mots, mais par la confiance. La broche du jubilé était une manifestation de ce principe. Elle montrait que la loyauté n'est pas récompensée par la notoriété, mais par la responsabilité. Et cette responsabilité est toujours tournée vers l'avenir. J'aimerais conclure par une question qui me hante encore: si une seule pierre précieuse peut révéler tant de choses sur la direction à suivre et l'avenir, quels autres signes portent des messages similaires que nous n'avons pas encore perçus? Et lorsque ces signes deviendront visibles, les comprendrons-nous comme faisant partie d'un plan plus vaste, ou seulement après coup, lorsque la phase suivante aura déjà commencé?